Elle peut survenir à tout moment. On peut en être l'instigateur, victime ou témoin. Certaines blessures guériront, d'autres non, et on a l'impression qu'on assiste aujourd'hui dans le monde à plus de violence que jamais. Aujourd'hui, à Génération Z, la violence. Ils se font à présent reconnaître dans la rue avec l'émission. C'est Sadraque Larocque et notre invité toujours cette semaine, Gaétan Larocque, qui est un spécialiste dans la gestion des émotions. Je le dis correctement, Gaétan? Très bien. Parfait. Un sujet qui, à mon grand étonnement, n'a pas été si facile lorsque je suis allé tourner le Vox Pop au Cégep. On a eu de la difficulté à me répondre sur la question de l'émission aujourd'hui, c'est-à-dire, et je vous la pose en partant, comment on explique qu'il y ait autant de violence dans notre société aujourd'hui? Et c'est de façon très large, que ce soit la guerre, que ce soit une bataille, que ce soit... Je ne sais pas quel autre exemple que je pourrais vous donner, en fait, mais c'est vraiment large. Pourquoi on a l'impression que la violence est omniprésente dans notre société? Gaétan, puisque vous êtes notre spécialiste. Bien, moi, j'ai déjà parlé dans une autre émission, on a parlé de bonheur, puis on a parlé du malheur. Je disais dans l'autre émission que lorsqu'on regarde à l'extérieur de nous, bien, on est dans l'exigence. Et les fameuses difficultés qu'on a présentement, les guerres, bien, c'est par rapport au racisme. Il y a beaucoup de racisme encore sur cette terre. Il y a beaucoup de pression sur le côté religion. On peut voir dernièrement avec ce qui s'est passé avec la France, les religions essaient de prendre plus de place qu'un autre. Le côté territorial, c'est toutes des exigences. On exige que les autres agissent de cette façon-là. Comme ici au Québec, bien, on exige que les musulmans ne portent plus le voile. On exige que telle personne devrait être comme ça. Donc, on est souvent dans les exigences. Et lorsqu'on est dans les exigences, bien, c'est sûr que les autres, lorsqu'ils voient cette exigence-là, c'est comme si je te demandais, tu dois faire ça absolument, bien, tu vas retorquer, tu vas dire, regarde, t'es qui, toi, pour me demander qu'est-ce que j'ai à faire? Bien, c'est ça qui se passe dans le monde. C'est que les gens s'entrecognent entre eux autres mêmes. Bien, moi, c'est de même que j'ai ma vision. Non, c'est de même que tu vas fonctionner et c'est là que les guerres commencent. Est-ce que vous avez cette impression-là qu'aujourd'hui, la violence a pris de la place? C'est fou dans la société. Ça a été tellement bien dit en même temps par rapport au désir. Lorsqu'on parle du désir, juste l'homme, l'être humain, c'est hallucinant de voir à quel point il peut commettre des choses atroces pour combler un désir, que ce soit le désir du pouvoir, d'accumuler de la richesse. Et c'est drôle parce que dans les petits temps libres que j'avais, là, je regardais un documentaire sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et principalement, les raisons étaient les mêmes. Tout simplement des désirs du nationalisme intense, de la fierté, des nations qui sont trop fières, où il y en a qui veulent aller prendre le territoire d'un autre, et en ligne de compte, ça vient avec l'accumulation de richesses. Bon, on parle maintenant de pétrole, etc. Et l'histoire se répète. L'homme a toujours recours, pas toujours, mais majoritairement recours à des mesures violentes, tout simplement pour combler un désir. Je trouve ça un peu étrange parce qu'aujourd'hui, on cherche toutes sortes de façons d'être zen, entre guillemets, alors que finalement, on est entouré de cas de violence et qu'on en voit et qu'on en entend dans les médias et même autour de nous, malheureusement. Laurence, ton opinion là-dessus? Mais moi, je pense que c'est surtout le fait qu'on a de la misère à respecter soit la différence, soit le jugement qui n'est pas son jugement personnel à soi. Je veux dire, c'est la plupart des querelles, de la violence, bon, tout ça, ça vient avec quelqu'un qui pense différemment de toi, donc tu n'es pas d'accord, donc vous agissez différemment. Ça vient à comme escalader. Ça peut être autant la violence par Internet. Tu sais, on en voit des fois là, des gens là, qui écrivent des affaires pas possibles. Je me dis, ben non, mais tu peux pas écrire ça. Je dis, même si tu en arrière de ton ordinateur et personne ne te voit, tu peux tout simplement pas écrire ça. Et ça s'envoie promener. Toi, t'es ci, toi, t'es ça, parce que on s'entend, tout le monde dit qu'on a tellement le droit de s'exprimer, on a le droit de tout dire ce qu'on veut. C'est la liberté de la personne.
Mais tu sais, tu ne peux pas tout dire. C'est juste ça. Mais puis les gens, ben bon, elle pense comme ça. Franchement, elle est comme ça d'abord. Elle est catégorisée comme ça. Nous, moi, je pense comme ça. Fait que souvent, on est des alliés avec les personnes qui pensent comme nous. Ça forme certains clans. Puis ben ces clans-là, entre eux, se détestent. Puis c'est là que ça escalade dans différentes sphères de notre vie. Mais je pense que c'est le non-respect des idéologies de certaines personnes. Ou de certains groupes. Parce que c'est un bon point ce que tu apportes, Laurence, c'est-à-dire que la violence psychologique fait tout aussi mal que la violence physique, finalement. Ah oui. Et c'est peut-être même elle qui est plus présente encore dans notre société. Hein? On se traite de tous les noms. Puis... Ben oui, le côté psychologique, là, on le voit dans les écoles, le taxage, et on voit ça sur Internet, comme Laurence disait tantôt. On est caché derrière notre écran, puis on pense que ce qu'on va dire, ben c'est correct. Mais on peut voir dernièrement là, qu'il y en a un là, qui a fait peut-être une joke sur Internet en disant qu'il va faire telle affaire avec telle personne si ça ne change pas. Mais aujourd'hui, il n'est pas en prison. Je sais qu'il est en train de se faire juger. Pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut se permettre de tout faire ça. Oui, il a le droit de le faire, mais il doit vivre avec les conséquences. Mais si on revient à la violence, ben le gars crouse ma blonde, ben il n'a pas le droit de faire ça, je vais être violent avec le gars. On est rendu là. La violence conjugale, c'est la même chose. La violence entre les races, c'est la même chose. C'est toutes des exigences. Mais lorsqu'on est dans l'exigence, on ne laisse pas l'autre agir à sa façon, n'est plus libre. On est en train de l'encercler et de dire « voici comment tu dois réagir ». Et c'est là les guerres qui sont là. On veut que tel pays réagisse comme ça. Puis c'est comme ça que nous autres, on veut. Tu veux pas penser comme ça? Bien, on va te faire la guerre pour pouvoir aller chercher ce fameux pouvoir-là. Il nous reste 1 minute avant de passer au bloc suivant. J'aurais aimé ça vous entendre rapidement sur la façon que vous avez vécu les événements de Paris. Ça fait quelques semaines maintenant. Mais comment vous avez vécu ça? Bien, écoute, tu dis encore, là. Je veux dire, il y a eu l'affaire de Charlie Hebdo durant la même année. Il y a eu ça. Je veux dire, moi, comment je l'ai vécu, ça m'a fait de la peine, c'est sûr. Moi, j'avais des amis de la famille un peu... qui sont... Ouais, ben, qui étaient... J'en connaissais qui étaient là, qui sont rien arrivé, là, qui rien arrivé, pardon, mais tu te dis, on n'est juste pas à l'abri de rien, puis ça devient juste super stressant, parce que tu te dis, ben là, c'est qui les prochains, tu sais, ça pourrait être moi dans un restaurant, tu sais, je veux dire, d'habitude, les personnes ont ciblé plus les gros endroits publics et tout, mais là, c'est arrivé dans des restaurants, dans les salles de spectacle, c'est arrivé partout, fait que tu te dis, t'es juste jamais à l'abri. Moi, je suis encore sous le choc. Je suis encore sous le choc. Récemment, il y a eu ce qui s'est passé à Paris, mais j'y pense encore et ça me porte à une lourde réflexion. On s'en va regarder maintenant un extrait du film de Charlie Chaplin qui date des années 40, Le Dictateur. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr.
Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'Évangile, selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décemment humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est eux qui vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Seriez-vous en mesure d'intervenir si jamais vous êtes témoin d'une scène de violence, vous voyez quelque chose, puis vous dites « OK, j'ai pas le choix, là, faut que je fonce dans le tas, faut que j'intervienne ». Seriez-vous en mesure de le faire? Est-ce que vous seriez apte à le faire? Peu importe qui veut répondre en premier. Ben oui. Oui, ça m'est déjà arrivé de voir quelque chose. C'était quoi la situation, en fait? J'étais avec mon copain, on se promenait en auto, puis je vois une fille qui est comme un peu en sang, puis tout ça, puis je me dis « non », puis je vois un gars à côté qui quasiment l'engueule, puis tout ça. Puis on s'est rendu compte que le gars l'avait battu. Puis moi, j'avais le cœur tout à l'envers. Mon chum super sensible à côté aussi. Comme un gars peut pas faire ça. Fait que là, on baisse la fenêtre. On, comme si elle parlait anglais. Je dis « Are you okay? » Puis tout ça. Puis je voyais bien qu'elle allait pas. Là. On appelle la police, tout ça. On reste un peu dehors, on reste autour. La police, finalement, elle continue de parler. Elle arrive sur les lieux, puis tout ça. Mais tu sais, oui, t'as pas le choix d'intervenir. Je pense que faut rester un peu... Je veux pas dire égoïste là-dedans, mais tu sais... faut que tu te protèges aussi un peu en tant que personne. Je dis, moi, la fille, je la connaissais pas. C'est sûr que j'allais faire quelque chose. Mais j'allais pas aller dehors, commencer à engueuler le gars pour que moi aussi, après ça, je me fasse frapper. Il faut rester super sécuritaire. Je pense que la meilleure affaire que j'avais à faire, c'était... Au début, on savait comme pas trop quoi faire. J'ai eu tout le réflexe de prendre mon téléphone, puis d'appeler la police, puis de rester autour, voir, pour pas qu'elle s'en aille ou que le gars, il fasse encore quelque chose. Puis... mais oui, je pense que, comme être humain, si je m'étais retrouvée dans cette situation-là, j'aurais juste espéré que quelqu'un le fasse pour moi aussi. Que ce soit quelqu'un que je connaisse ou que je connaisse pas. Donc oui, je pense qu'on n'a pas le choix d'intervenir dans les mesures où ça... Si je disais, tu vois quelqu'un... On va mettre ça gros, là, mais tu vois quelqu'un se noyer, tu veux bien la sauver, mais si c'est pour toi compromettre ta vie, ça, non, tu sais. Mais oui, je pense que c'est important de le faire. C'est notre devoir? Oui. OK. Sadrac? Oui. J'ai jamais vécu de situation en tant que telle où est-ce qu'il y avait de la violence physique puis que je suis arrivé au moment où j'ai dû intervenir. Mais une ou deux fois, de la violence psychologique, je dirais. Quelqu'un, des fois, je travaille avec des plus jeunes ou des fois, c'est des situations qui peuvent arriver, mettons, au cégep ou à l'école. Lorsque tu vois quelqu'un qui subit une violence psychologique, mettons j'allais dire pas du harcèlement, mais ça peut avoir de l'intimidation, juste toi, du jugement ou des gens qui se font humilier publiquement. Moi, je pense qu'on a également ce devoir en même temps de pas remettre entre guillemets, remettre à sa place la personne qui a porté un jugement ou qui non, mais t'aides la personne. Mais t'aides la personne. Exactement. Tu dis quelque chose, tu fais quelque chose. Je trouve que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Des fois, juste le fait d'essayer d'aider, tu peux pas te reprocher après de
pas avoir aidé ou de Exact. pas... Tu sais, juste, mieux avec ça. juste le fait d'essayer, regarde, au pire, t'aurais essayé, puis ça aurait peut-être pas aidé la personne, mais à la limite, t'aurais essayé, t'aurais fait du mieux. Tu peux te dire, ben regarde, j'ai pas de regrets, j'ai essayé, c'était pas à moi de le faire, puis je l'ai fait quand même parce que, bon, j'étais là. Mais de pas le faire du tout, puis ça, tu vas vivre dans le regret. Puis on n'est pas confortable avec Ah, ça, pas c'est du sûr. tout. Tu vois là. une situation, puis tu passes à côté, Ah ouais, ça reste non. sur la conscience. c'est Sur sûr. la même question, Gaétan, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est témoin de... Bien, c'est sûr, d'après la loi, c'est qu'on doit intervenir. On doit intervenir sur notre prochain. Si tu passes tout droit et qu'on te voit à passer tout droit, bien, tu peux être arrêté pour justement de ne pas avoir posé l'acte d'aider quelqu'un qui est là. Mais on regarde souvent sur Internet des vidéos où c'est un clochard qui tombe et les gens passent tout à côté. Ah, c'est triste. Puis, dans un autre, c'est qu'une personne qui a une valise avec un habit sur le dos qui tombe, oups, tout de suite, les gens sont là, prêts à l'aider. c'est fou, ça. Donc, on peut voir que, tout dépendant de comment on perçoit la personne, c'est là qu'on va décider si on va l'aider ou non. C'est là qu'on passe complètement à côté. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de côté monétaire, que tu sois dans la rue ou que tu sois président d'une grosse compagnie. On est tous des êtres humains, on est là pour s'entraider. Mais où ce qu'il faut faire attention, c'est comment on va aider. Parce que moi, anciennement, j'étais chauffeur d'autobus. Ah, OK. Et c'était, s'il y a quelqu'un qui t'agresse, fais attention pour ne pas devenir l'agresseur. La marge est mince, là. La marge- Mince. vraiment mince. Donc, c'est pour ça, moi, il y a un sergent détective qui me dit, si on t'attaque avec un couteau, tu peux casser le bras où il y a le couteau. Mais fais attention à ce que tu vas fesser après. Tu dois intervenir pour arrêter le danger. Mais tu peux devenir l'agresseur. Et la personne qui voulait t'agresser peut devenir la victime. Et c'est rendu assez... C'est pour ça que moi, sur ce côté-là, avec cette donnée-là, maintenant, je vais regarder, voir, y a-t-il un danger pour moi d'intervenir? Puis si je vois qu'il y a un danger pour moi, je vais prendre le téléphone, comme Laurence se dit, puis appeler la police. Eux autres sont faits pour intervenir là-dedans. Parce qu'on ne peut pas savoir est-ce que la personne a un couteau sur lui, as-tu un fusil sur lui, on ne peut pas le savoir. Ah, puis c'est souvent instinctif, là. Je veux dire, on réagit sur le coup, là, puis on n'a pas trop le temps de penser dans la plupart des cas. Si vous êtes à l'aise de répondre à cette question-là, on parle évidemment là, de violence psychologique aussi, mais en avez-vous déjà été victime de violence? Ça peut être ne serait-ce qu'une bonne tape hostique, on a voulu te faire une blague, ça n'a pas passé du tout. Je sais pas, l'exemple est peut-être banal, mais en avez-vous déjà été victime? Ça peut remonter à très loin aussi là, dans votre enfance. Au primaire. OK. Au primaire, j'avais vécu du racisme, de la violence, puis ça m'avait affecté. J'avais passé un moment où est-ce que j'avais vécu des moments assez agressifs. J'étais devenu agressif. J'avais des situations à l'école. C'est comme dur à croire que t'es agressif, t'es comme Mais doudou, ouais, genre. c'est très de ses sentiments. Ouais, je suis comme, oh. Ouais, non, j'ai passé une phase, là, justement, à un moment donné, pendant un bout, en trouble de comportement, pendant un an, non, on m'avait... Ouais. Ça paraît pas, hein? Ben non, pas du tout. T'as bien vieilli. Ouais, c'est ça, exact, oui. Laurence, tu voulais te prononcer? Ben oui, je veux dire, je pense que c'est un peu déjà arrivé, là. Moi, au secondaire, t'es chicane d'amis de filles, mais là, c'est allé beaucoup trop loin sur genre Facebook puis tout, puis c'est rendu, je me faisais carrément insulter, que la directrice a dû s'en mêler, parce que moi, je disais rien. À un moment donné, je suis comme, regarde, moi, je suis plus mature que ça, je dirais rien. Mais là, ça c'est avec quelqu'un d'autre l'a vu, puis l'a amené à la directrice, puis là, eux autres, ils ont été dans du trouble. Mais oui, à un moment donné, c'était des commentaires méchants, puis tu te dis, ben tout, ça a l'air banal. Je dirais plus ça a l'air banal, mais tu sais, c'est rendu où tu te dis, ben là, tout mon Facebook va voir ça, genre, ma vie est finie. Mais tu sais, c'était allé trop loin, puis ça m'est plus vraiment arrivé après, là, mais oui, je pense que c'était quelque chose de... Je peux appeler ça de la violence cyber-Internet, je sais pas trop. Si vous voulez nous parler peut-être de ce que vous avez vécu ou de ce que vous voyez en Moi, j'aime consultation. bien ce qu'ils viennent de dire, c'est encore une guerre de pouvoir. Je vais t'abaisser pour pouvoir mieux me mettre en première place. Donc, je vais montrer que je suis plus fort. Mais ça se revient Et c'est ça souvent qu'on reçoit souvent dans les écoles, l'intimidation. C'est de montrer, moi, je suis plus fort que toi, je suis plus belle que toi. Puis tu vas voir, je vais te faire assez de tort parce que là, tu prends ma place. Je veux prendre la place. Donc, on va arriver à faire des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que le taxage,
mais c'est une guerre de pouvoir. L'intimidation, c'est tellement Oui. présent. On en a déjà parlé énorme. d'ailleurs à Génération Z. On va tout de suite aller écouter justement la réponse de quelques cégepiens en condensé sur le sujet. C'est à cause de la télévision. Ben ouais. Ça a l'air que les enfants aux États-Unis, là, au primaire, ben, ils sont genre conscients de toutes sortes genre de crimes, de violences et de meurtres. Des milliers juste au primaire, à la répétition. Une bonne façon d'apprendre, c'est la répétition. Je dirais que c'est peut-être un système de défense là, que l'être humain a. Peut-être qu'ils songent à la violence comme une raison ou une solution à leurs problèmes. Moi, je pense que c'est juste stupide comment ils agissent. Puis Justin Trudeau, il fait quelque chose de bien. Il invite des réfugiés à venir au Canada puis tout. Dans la société, on a accepté comme fait que la violence, c'est une réponse comme à des conflits, plutôt que promouvoir le dialogue. Surtout, même dans le monde politique, on dit que la guerre, c'est une solution au conflit. Fait que c'est pour ça que c'est plus acceptable de se battre plutôt que de parler entre nous. Pour le dernier segment, je ne veux pas dramatiser, mais est-ce que vous craignez une autre guerre mondiale avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend? Pensez-vous que c'est quelque chose de possible? Est-ce que ça vous fait peur? Bien, moi, c'est pas la première fois que j'en parle. Lorsqu'on a vu les Syriens, le fameux déportage là, qui s'en aillent dans différents pays, j'ai dit à mes proches, il y a quelque chose qui s'en vient. OK. Parce que malgré cette déportation-là, il y a des gens qui s'infiltrent là-dedans. Peu importe où ce qu'on va, que le Canadien gagne la Coupe Stanley, il y a des gens qui s'infiltrent pour casser des vitres, puis là, ça passe sur les autres. Et moi, je disais, il y a des gens, il y a des extrémistes qui vont se faufiler sur cette, pas invasion-là, mais cette déportation-là, parce que ces gens-là ne sont plus bien dans leur pays. J'ai dit, il va y avoir des terroristes qui vont passer à travers ça, qu'on ne verra pas, puis ça va frapper à un moment donné. Et ça, j'ai dit ça 2 semaines avant l'attentat de la France. Je ne suis pas un devin, je ne vois pas l'avenir, mais je le savais qu'il y avait quelque chose qui se passait là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de monde qui bougeait en même temps. C'est une belle place pour pouvoir se faufiler sans que personne s'en aperçoive. Puis, encore là, je le dis et je vais le redire, c'est des guerres de pouvoir. Regardez les États-Unis qui se mêlent de tous les pays des guerres. Ils sont prêts à aller. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer que les États-Unis, c'est eux autres, c'est le pouvoir de la Terre. C'est eux autres qui mènent sur le côté du pouvoir. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont tant de difficultés à passer inaperçus. Ils sont dans toutes les guerres. Donc, ils sont les premiers visés. Et là, le Canada, ils viennent d'envoyer des troupes pour pouvoir, justement, bombarder aussi. Bien, on a vu sur ATV qu'ils ont brûlé le drapeau du Canada. Donc, on est rendu aussi ciblé autant que les États-Unis. Et ça, moi, ça me fait peur. En fait, le Canada, on dirait qu'on est toujours sur une fine couche. Là. C'est-à-dire que si on ne s'allie pas aux Américains, on paraît pas bien, puis là, en même temps, on veut bien faire, puis là, on voudrait pas être seul. C'est toujours délicat, cette situation-là. Craignez-vous une autre guerre mondiale? Je ne sais pas si ça va être une guerre comme celle précédente, là, la Deuxième Guerre mondiale, lorsque des puissances vont commencer à s'entretuer en tant que telles. Maintenant, on a des traités, on a des lois internationales, mais je penche plus sur le côté des situations extrêmes qui se passent. Là. Le terrorisme, là, ils entament une guerre totale contre le terrorisme. C'est tout un amas de puissance. Ils amassent le plus d'armes possible, le plus d'argent possible pour investir, pour partir en affrontement. À un moment donné, ça va éclater. Et ça va éclater, mais de manière globale. J'ai comme une idée qui me dit que ça peut être dans un pays que ça va se passer, mais qu'après, ça va en affecter plusieurs. Exemple, juste la bombe d'Hiroshima. C'est totalement... C'est quelque chose de totalement destructeur, mais c'est juste... On voit à quel point que une nation peut faire des dégâts. Et un acte, il pourrait arriver un incident et ça pourrait tout changer la vision du monde. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur, Laurence? Ah, c'est clair, mais dans la mesure où je ne sais pas s'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Je pense qu'on est quasiment en train d'être dans la troisième guerre mondiale. Là. Je veux dire, c'est quasiment de la guerre qu'on fait tous les jours. Là. Il y a des affaires qui arrivent tellement inattendues
tu dis, bon, ben là, OK, il y a eu l'affaire à Paris. Là, ici, c'est pour quand? Là, ça risque d'être l'autre qui va être avant les États-Unis. Ben après ça, OK, s'il arrive quelque chose aux États-Unis, c'est sûr que ça arrive chez nous après. Puis c'est... Fait que je pense que, oui, ça doit faire peur à tout le monde. Je pense que c'est normal que ça fasse peur à tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut juste... Je pense pas qu'on peut contrôler. Je pense que c'est déjà aller trop loin. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Faire, OK, mais là tout le monde à go, on fait la paix, puis on s'aime tous, puis il n'y a pas de racisme, il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Ça marche pas, là. C'est déjà aller trop loin. Je pense que ça va être un incontournable. Je ne vais pas dire ça comme ça pour dire que ça va arriver tout de suite, mais il risque d'avoir bien pire, selon moi, qui va se produire. Vas-y. Il y a quelque chose qui m'était venu en tête l'autre jour. Je me disais, s'il y a une fin du monde, là, que la planète n'existe plus, ce sera pas nécessairement... bon, ça peut être un astéroïde ou quelque chose, mais ça peut fort probablement être tout simplement l'homme. L'être humain qui va on va juste s'auto-détruire, on va s'entretuer, il y a juste les armes chimiques, le nucléaire, c'est destructeur, mais globalement. Ah ouais, c'est tout à fait plausible. Vas-y. Qui gère ça? Non, mais c'est ça, c'est nous qui gèrons ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... C'est l'homme, c'est les humains, c'est nous qui créons ça, c'est nous qui, tu sais... À un moment donné, c'est comme on veut... Ça a l'air qu'on veut faire la guerre de toute manière. Et en même temps, on parle souvent de technologie. Il s'agirait d'une défaillance technique puis que ça puisse péter en quelque part dans le monde. Ah ouais, et je l'ai amené un fait. On parle de guerre ici, mais dernièrement, on entendait que je crois que c'est des navires coréens qui se sont retrouvés en eau canadienne. Ça arrive souvent aussi avec des avions, finalement, qui ont réussi à ne pas se faire détecter des radars puis à survoler le ciel et auraient pu larguer des bombes. On dirait que malgré la technologie, tout ce qu'on a comme ressources, on n'est jamais à l'abri. Jamais. Et ça m'amène à mon autre question. Puis je déroge un peu de la guerre, mais est-ce que vous vous sentez en sécurité? On parle de violence aujourd'hui. Si vous sortez à une heure tardive le soir, je pense entre autres bien sûr à une fille dans les rues, est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez un sentiment de sécurité qui vous habite? Pas du tout? Non. Tu te sens toujours vulnérable, en danger? Ah oui, ben oui. OK. Mais il peut arriver n'importe quoi, là. Je veux dire, honnêtement, quand on y pense comme ça, c'est sûr, moi, je veux dire, mes parents, ça les stresse à fond. Là. Moi, j'ai toujours mon téléphone sur moi. Mes parents, ils peuvent me rejoindre n'importe quand, savoir si je suis correcte. Mais c'est sûr, tu sors dans un endroit... T'es avec des gens, il n'y a pas de détecteur, il n'y a pas rien, il y a qui te fouille un peu, regarde ton sac. Là, mais quelqu'un peut cacher un couteau dans ses culottes puis personne ne va jamais le savoir. Il peut arriver quelque chose, tu vas dans un bar, un restaurant. Fait que non, t'es jamais à l'abri. Fait que moi, c'est pas vrai. Puis même si je me promène, c'est sûr que bon, il y a plus de choses qui peuvent se passer si je me promène à 1h du matin tout seul. Mais autant si je me promène à 3h de l'après-midi ou à 1h du matin, t'es à l'affût. Puis ça me fait peur parce que proche de chez moi, il est arrivé une femme qui s'est faite agresser à 7h du matin, mais proche d'une rue vraiment passante. Tu sais, t'es à l'abri de rien. C'est pas parce que tu marches sur la rue passante qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut t'embarquer, personne ne le voit. Et 7h du matin, il y a plein de monde là, qui se promenait sur la rue, mais t'es jamais à l'abri. Fait que non, jamais je me sentirais en sécurité, jamais. Wow! Je pense qu'on est rendu à ce point-là. On revient souvent sur les attentats, là, mais ça a démontré à quel point que malgré toutes les mesures de sécurité, les forces, on n'est toujours pas à l'abri. Puis je me sens pas totalement en sécurité. À un certain niveau, oui, mais totalement, non. Et on n'a pas l'impression que c'est demain la veille que ça va changer non plus. C'est surtout ça qui est dommage. Si vous avez le temps de répondre, Gaétan, rapidement. Moi, j'ai vu une photo qui s'était marquée « L'animal le plus dangereux sur cette terre ». Et c'était des empreintes de pas humains. C'est ça. Ça dit tout. Ça dit tout. C'est imagé et très, très large. En tout cas, on espère quand même que ça pourra se calmer dans la société et ailleurs dans le monde. Oui, on l'espère. Ben oui, bien sûr. On vous rejoint, bien sûr, avec Internet. Vous avez un numéro de téléphone aussi, Gaétan, oui, pour consulter? le 514-792-3063. Vous pouvez me rejoindre n'importe quand sur ce numéro. Si je ne peux pas vous répondre, vous laissez un message, ça va me faire plaisir de vous contacter ou de m'écrire à lacléducœur@commercialvideotron.ca. Ça va me faire plaisir de répondre au courriel des auditeurs. Merci à vous trois encore aujourd'hui. Je cherchais une façon de terminer, de compléter l'émission, puis je me suis juste dit, paix tout le monde. À la semaine prochaine.